inédite, le mot à sa place, impensable même, lorsqu'on sait les joutes à distance qu'il y a eu entre ces deux chefs d'État. On était presque au bord, si on s'en tient aux déclarations, d'une guerre atomique sous fond de test de la Corée du Nord, de défiance, sous fond de menace des États-Unis. Il y a souvent eu dans les relations diplomatiques à l'échelle internationale des revirements de ce genre, mais on était très loin de s'imaginer qu'en très peu de temps, on allait voir ces deux hommes se serrer la main et puis finalement nous donner cette image pacifique tout au moins de ce qui est visible qu'on a eu là. C'est dit que c'est inédit, mais pour être un peu plus près de nous, vous parlez de Jean-Pierre Bemba. Voilà une détention qui a fait 10 ans, une procédure de 10 ans à la Cour pénale internationale taxée par les Africains conçue pour uniquement s'orienter vers les leaders africains sans avoir un intérêt chez les Occidentaux. Et donc la question de Jean-Pierre Bemba, au-delà de sa libération, qui est désormais actée, parce que hier les procédures étaient en cours après son acquittement, il y a que ça relance justement le débat autour de la présidentielle en République démocratique du Congo. Sera-t-il candidat? Peut-il l'être? Il faut toujours dire que le Congo avait dit n'avoir rien à faire avec cette procédure qui comptait surtout sur les actes commis par ces troupes de sa milice du côté de la RCA. Aujourd'hui qu'il est libre, le rendez-vous de décembre, c'est-à-dire la présidentielle en République démocratique du Congo, il faut rappeler qu'il était vice-président avant son arrestation. Donc ça relance le débat. Maintenant, est-ce qu'il faut facilement croire, comme quelques-uns pensent, que les Occidentaux mettent les pions qui les arrangent quand ils veulent et que la libération de Bemba serait effectivement liée à un jeu de grandes puissances pour venir titiller le président Kabila? On va voir comment cette actualité va se dérouler, mais toujours est-il que ça ouvre aussi beaucoup de débats et d'attentes autour des procédures sur Laurent Gbagbo actuellement encore en cours. De toutes les façons, on va développer un petit peu cette information dans le cadre de la page internationale tout à l'heure. Mais avec vous, ce matin, on revient sur une situation vraiment, je vais dire, une situation qui déplaît beaucoup de personnes. On se souvient encore de cet incendie survenu au mail central de Douala en 2009. Juste après cet incendie, on a des commerçants qui étaient recasés sur la route principale, sur une route principale, sur la chaussée. Et par la suite, il y a quelques jours, voilà, la communauté urbaine qui vient détruire et chasser ces commerçants sur la voie publique qui étaient recasés de ce côté-là. Et hier déjà, on s'est rendu compte qu'il y avait de vives tensions entre les commerçants qui étaient dans les boutiques et les commerçants qui étaient à l'extérieur. Heureusement, avec l'intervention de la police également, pour venir essayer un peu de tempérer les commerçants. Voilà, alors là, une nouvelle tension qui s'ajoute déjà aux fréquentes situations complexes de ce marché central. Oui, une situation véritablement complexe, vous le dites bien d'ailleurs, pour le compte de nos téléspectateurs, nos équipes étaient sur le terrain. On a vu d'ailleurs notre consoeur Vanessa Mela Kamdem, qui a suivi cette actualité-là avec Marius Kossou. De bout en bout. À la casse, au follow après la casse, lorsqu'on avait déjà des prémices de cette tension. Et puis hier, au cœur de cette tension, cette fois-ci, entre commerçants, ceux supposés être dans la légalité à l'intérieur, voulant ouvrir les boutiques, et ceux à l'extérieur considérés comme étant les sinistrés ou les déguerpis de cet espace marchand. Ce qu'il faut surtout dire, c'est que nous sommes là face à une situation qui mélange à la fois l'incivisme acté des acteurs déguerpis, mais surtout des questions autour de la gestion de ce marché. Vous faites bien de rappeler ces quelques dates d'incendie qui démontrent à suffisance le caractère complexe du marché central de Douala. Il faut quand même inaugurer qu'il est le plus grand en termes d'espace commercial de ce type sur l'espace CEMAC. Il faut le rappeler, c'est un marché quand même inauguré en 1982 par l'actuel président de la République lorsqu'il était encore Premier ministre, donc avant qu'il n'accède au pouvoir. Et donc ce marché, du haut de son volume en termes de chiffre d'affaires, en termes de sollicitation et même de son âge, a une complexité autant dans son caractère touffu que dans le manque d'espace qu'on semble finalement voir à travers l'occupation anarchique de son espace. Et lorsque vous allez au marché central, si vous y allez malgré les casses qui ont été faites et que vous allez à l'intérieur de ce marché, il est clair que ce marché suffoque. Le marché central de Douala suffoque et ce ne sont pas les incendies qu'on a eus. On se rappelle en 2009, vous avez fait allusion, le marché a été fermé. On se rappelle en 2015, il y a eu encore un sinistre de ce côté-là qui démentirait le fait que
au-delà du caractère suffocant de l'environnement de ce marché, il y a aussi beaucoup de micmacs, pour ne pas dire de transactions mafieuses, qui mettent à mal la capacité des commerçants à vivre dans des conditions moins risquées, mais aussi qui questionnent même la gestion de ce marché. C'était tout à fait lamentable de voir les images que nous avons montrées à nos téléspectateurs hier, de ce marché-là, où les commerçants supposés s'opposent, quelques-uns obligés de fermer leur commerce et d'autres menaçants. Et nous sommes donc dans un environnement où on ne sait plus à quel sens se vouer. Que nous dit finalement la direction de ce marché? Les déguerpis sont des délinquants civiques, sont finalement des personnes qui n'ont pas droit de citer et qui ne représentent pas véritablement les commerçants de ce marché. La communauté urbaine veut mettre de l'ordre, veut finalement fluidifier, dit-elle, les accès du marché. On peut quand même, et en toute honnêteté, reconnaître que après ces casses, on voit chaque fois que cela se passe, ce n'est pas la première des casses, qu'il y a comme un semblant de respiration. On a l'impression que les artères du marché revivent, mais malheureusement, la résistance de ces occupants est telle que on a l'impression que le désordre urbain a toujours le dernier mot. L'occupation anarchique des espaces de ce marché, comme dans bien d'autres marchés, trouve toujours à avoir la finalité, parce que ces étables et ces comptoirs à matériaux provisoires ou bien d'autres reviennent toujours après quelques jours, sinon quelques semaines, du passage de ces engins. Ça n'est pas la spécificité du marché central. Ici, au marché New Daido, on a vu bien le sous-préfet Tchakui venir casser. Quelques jours après, les occupants sont là, aller du côté de Ndokpassi. On a véritablement l'impression que ces occasions-là sont beaucoup plus des démonstrations de force que des solutions pérennes qui arrivent à juguler les maux pourtant évident qu'il y a dans ce marché ou dans ces marchés, ces occupations, aussi, voilà, Ndokoti, et c'est pareil partout. Et donc, finalement, on peut se poser la question de savoir si ces casses, ces campagnes menées sont bien étudiées, bien suivies, pour que le résultat escompté ou bien annoncé soit effectivement celui que nous souhaitons, c'est-à-dire qu'avoir la fluidité dans ce marché et ne pas forcément causer du tort à ceux qui seraient en règle, parce qu'on n'a pas pu contenir, maîtriser ou gérer ceux qui ne sont pas en règle et qui finalement se transforment en casseurs et en terreurs pour certains de leurs camarades ou bien supposés camarades commerçants. Voilà. Ah bah, on a donc l'impression aujourd'hui de se retrouver quand même dans une spirale interminable à vous écouter finalement. Oui, parce qu'on peut parler de spirale interminable effectivement quand on voit très bien que ces casses sont des casses récurrentes. Oui. Si les casses sont récurrentes, ça veut dire que le mal combattu revient à chaque fois comme un serpent de mer. On a l'impression d'avoir une pieuvre qui se régénère à chaque fois que vous lui assénez un coup. Cette pieuvre-là attend juste le temps que vous ayez tourné le dos et puis elle refait surface avec peut-être un peu plus d'ampleur. Mais c'est peut-être un peu trop facile de pointer du doigt ceux qui reviennent à la charge, ceux qui sont considérés comme étant les déguerpis inciviques. C'est peut-être trop facile sans aller en profondeur dans la vision même qu'il y a autour de ces marchés. C'est le marché central de Douala aujourd'hui, comme beaucoup d'espaces marchands dans notre pays. Très bien, vous verrez, c'est même la chose la plus perceptible dans les casses qu'on a souvent sur l'étendue du territoire, dans nos centres urbains, concernant nos marchés ou d'autres espaces. On a l'impression que tous ces environnements sont des bombes préconçues par soit la gestion opaque, soit la tolérance administrative. Ouais. Et donc, à la fin, on laisse développer des monstres qui deviennent difficiles à contrôler. Et au moment de les contrôler, on crée des situations sociales qui peuvent devenir déstabilisantes pour l'environnement en général, mais même pour le pays. Parce que imaginez-vous, lorsque vous avez des personnes qui défient l'autorité comme celle qu'on a vue au marché central, ou bien ailleurs, ça pose des questions. Et il suffit d'une petite brindille pour que tout cela s'embrase. Et les conséquences seront dévastatrices. Et donc on peut se poser la question parce que lorsque vous écoutez ces déguerpis qui prétendent payer des taxes, à qui payent-ils ces taxes? C'est comme si vous dites à quelqu'un,
qu'il n'est pas en règle dans un domaine de l'État ou un espace public, mais vous lui faites quand même payer des taxes, soit communales ou d'autres. Il faut vérifier si ces taxes vont d'abord dans les caisses de l'État, premièrement, et si tel est le cas, on se rend complice de ces monstres qu'on a préfabriqués et qu'on combat aujourd'hui. Et c'est à ce niveau que se pose donc le problème. Qu'est-ce qu'on fait chaque fois qu'on déguerpit ces personnes pour que la situation ne revienne pas? Le suivi est difficile, mais c'est plus grave encore quand il s'ajoute des complicités, soit des agents communaux, soit même dans les services bien pensés, n'est-ce pas, de ceux qui sont chargés de gérer soit ces espaces, soit au niveau des communautés urbaines ou bien des communes. Parce que quand vous venez légitimer l'illégalité à travers les taxes, il faut bien s'attendre à ce type de comportement condamnable, mais entretenu par ces manies et ces manigances. Et plus grave, derrière tout cela, on a l'impression parfois que quelques-uns ferment les yeux. Lorsque vous avez des conflits sur la gestion même de ces marchés, c'est les communes qui revendiquent la gestion à la place de la communauté urbaine, c'est parfois l'autorité préfectorale qui combat la communauté urbaine ou bien les communes. On est dans une espèce de complicité ou de complexité qui fait en sorte que ces chaudrons, autant au marché central que dans d'autres marchés, dans d'autres espaces commerciaux, sont finalement, donnent l'impression d'être des chaudrons préfabriqués, conçus et entretenus et qui peuvent s'avérer être déstabilisants maintenant pour des paisibles citoyens qui ne demandent qu'à aller au marché, faire leurs courses, pour des commerçants qui ne demandent qu'à faire leurs affaires, en tout cas pour ceux qui sont en règle. Donc entre incivisme, gestion opaque et conflit d'autorité, il faut bien que nos marchés sortent de l'ombre, aient une vision dans leur projection, dans leur entretien et dans leur management et que tout le monde soit d'accord. Ouais. Moi, en tout cas, tout ça me donne froid dans le dos, ça me donne la chair de poule, puisque vous en parlez. Et puis, j'associe à votre voix les images qui sont diffusées à l'instant. J'ai vraiment froid dans le dos et je me dis, peut-être je vous prends de coup, mais est-ce qu'on a des voies de recours aujourd'hui quand on voit ça, quand on voit toute la rage qu'ils avaient hier? Qu'est-ce qu'on peut prévoir comme voie de recours aujourd'hui pour sortir de tout ce sarcasme? C'est peut-être commencer déjà par avoir une vision pour la gestion de nos marchés. Ouais. Une vision, des habitudes sont ténaces et c'est très vrai. Beaucoup de commerçants, quelques-uns même en règle, abandonnent les comptoirs à l'intérieur des marchés pour préférer aller à l'extérieur, mais parce que finalement ils ont l'impression, pour quelques-uns, sans donner raison à ceux-là, qu'il y a comme une espèce de concurrence déloyale. Oui. Si moi je paye pour un comptoir, je suis à l'intérieur et que je vois quelqu'un qui n'a pas payé, qui est à au bord de la route, et comme nous aussi, qui allons dans les marchés, nous avons une mentalité de facilité. Nous préférons acheter à même le sol plutôt que d'aller dans les comptoirs, dans les marchés. Et donc ceux-là ont l'impression de vivre une concurrence déloyale. Ils payent les taxes, les loyers, tandis que ceux qui ne payent pas forcément comme eux étalent à même le sol, sans contrôle, payent juste le ticket communal des agents qui viennent dans la complicité et se retrouvent à faire un meilleur chiffre d'affaires que eux qui sont à l'intérieur. Il faut prendre des décisions fortes. On l'a vu quelques fois au marché du Fundi à Yaoundé, où il y a eu quand même une tentative, même si de temps en temps cela revient, une tentative de rééducation des mentalités, à la fois des commerçants, mais aussi de ceux qui viennent au marché. Il y a des voies de recours. Toujours est-il que force doit rester à la loi. Tout à fait. Mais lorsque la loi devient à une proportion étendue, illégitime, cela peut créer des brûlots et des brûlots qui peuvent incendier l'espace. Et c'est ça qu'il faut craindre. Il ne faut pas donner à la loi un caractère illégitime qui fasse en sorte que la légalité soit mise à mal par le comportement anarchique de nos compatriotes. Voilà, qui est dit. Merci à vous, M. Patekisha Dobo, pour ce nouveau regard sur l'actu. On se retrouve vendredi. Ce sera avec beaucoup de plaisir, surtout que ces temps-ci, beaucoup de cadeaux pleuvent sur votre plateau. Voilà. Aïe, voilà des façons de demander. Eh bien, on va vous faire ça, on va faire ça pour vous. Non, c'est pas chocolat aujourd'hui, délices orange, parfum orange pour vous aujourd'hui. Merci, c'est avec beaucoup de plaisir. Merci, peut-être un peu d'énergie pour se préparer pour vendredi. Voilà. C'est cool. Allez, tout de suite, petite transition et on vous donne juste derrière les informations à l'échelle internationale. La Coupe du Monde de football Russie 2018 est là. TV+ Cameroun sort le grand jeu. Le décodeur, plus l'antenne de réception, plus une carte d'abonnement de 2 mois au bouquet magique, plus une semaine test de l'option Canal+, sont à 15 000 francs. L'offre Coupe du Monde Russie 2018 de TV+ Cameroun est valable du 1er au 18 juin 2018 et dans la limite des stocks disponibles. La Coupe du Monde de football Russie 2018 est à vivre en haute définition grâce au bouquet TV+ Cameroun.
Voilà, comme vous l'avez bien annoncé, Thierry Caron, nous sommes partis à l'instant pour la page internationale. Et c'est avec vous qu'on commence. Vous nous parlez de Jean-Pierre Bemba libéré. Ouais, pas moi, mais c'est la presse qui parle de Jean-Pierre Bemba. C'est vrai que les juges de la CPI ont ordonné la libération de l'ancien vice-président de la RDC, Jean-Pierre Bemba. Donc la semaine dernière, Jean-Pierre Bemba a été relaxé à des accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Seulement, cette sentence n'avait pas été assortie d'une libération immédiate. Et on se souvient, en 2016, Jean-Pierre Bemba avait été condamné en première instance à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour les atrocités commises par ses troupes en République centrafricaine entre 2002 et 2003. Selon la Cour, le chef du mouvement de libération du Congo, en abrégé MLC, n'avait entrepris aucune démarche pour arrêter les violences commises par ses troupes durant cette période. En prononçant son acquittement, la chambre d'appel de la CPI a estimé qu'absent de la Centrafrique au moment des faits, il n'aurait pas pu contrôler à distance les agissements de sa milice. La relaxe de Jean-Pierre Bemba a suscité de nombreuses réactions. L'enthousiasme de ses partisans contrastait avec de la défense des droits de l'homme. Selon Amnesty International, c'est un coup dur pour les victimes d'une horrible campagne de viol et de violences sexuelles. La Cour pénale internationale Fatou Bensouda a qualifié, la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a qualifié cette décision de regrettable et troublante. Toutefois, Jean-Pierre Bemba n'en a pas encore fini avec la CPI. En mars 2017, il avait été condamné à 1 an de prison et à une amende de 350 000 $ pour subordination de témoins lors de son procès pour crime de guerre. Un nouveau procès a été ordonné en appel. Autre chose, entre Trump et Kim, la fin de la guerre est annoncée. Oui, Donald Trump annonce après son sommet avec Kim Jong-un la fin des exercices militaires conjoints dans la Corée du Sud, décrit comme très provocateur à l'égard de la Corée du Nord. Le président américain a également assuré que le dirigeant nord-coréen s'était engagé, après la signature de leur document commun, à détruire un site de test de missiles. La rencontre entre le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un est un événement historique à tous les niveaux. C'est la première fois que les dirigeants en exercice des deux pays se retrouvent pour un dialogue direct. C'est un grand honneur, a brièvement déclaré le président américain, promettant une relation formidable avec le leader nord-coréen. Kim Jong-un, pour sa part, indiquait qu'ils sont décidé de laisser le passé derrière eux. Le sommet Donald Trump-Kim Jong-un s'est tenu à Singapour, un événement historique visant à rapprocher les États-Unis et la Corée du Nord. L'hôtel Capella sur l'île singapourienne de Sentosa restera donc ce lieu historique où Donald Trump et Kim Jong-un ont échangé cette poignée de main tant attendue de plusieurs secondes sous le feu des projecteurs des photographes. Une poignée de main historique, la première entre le président américain en exercice et le leader nord-coréen. Les deux hommes se sont tenus côte à côte avant de s'éclipser pour se parler sans leur conseiller pendant 3 quarts d'heure. Donc la dénucléarisation de la Corée du Nord et la paix dans le Sud sont les deux sujets qui ont meublé les échanges entre Donald Trump et Kim Jong-un, qui ont duré finalement un peu plus d'une demi-heure. Le dirigeant nord-coréen a déclaré qu'être assis aux côtés de Donald Trump était un grand prélude à la paix. Oui, je crois aussi, lui a répondu le président américain. Les deux hommes ont été rejoints par leurs délégations respectives et ont entamé des discussions élargies consacrées au programme nucléaire de la Corée du Nord et à la fin des hostilités entre les deux Corées. Le président américain a évoqué une rencontre fantastique qui s'est déroulée mieux que quiconque aurait pu imaginer et beaucoup de progrès. Les deux dirigeants ont signé un accord pour reconnaître les progrès de pourparlers et s'engager à poursuivre sur leur lancée. Donc la Corée du Sud est absente de ce qui serait juste qualifié désormais de sommet bilatéral entre les États-Unis et la Corée du Nord, mais à Séoul, des manifestants appellent ici et maintenant à la signature d'un traité de paix pour mettre fin à un conflit qui oppose les deux voisins depuis 1953.
Justice, François Compaoré sera-t-il extradé vers le Burkina Faso? Alors, une question à plusieurs interrogations. Et si lors de l'audience du 28 mars dernier, les avocats de François Compaoré avaient, n'est-ce pas, pointé du doigt les failles du dossier et dénoncé une procédure politique, ils avaient aussi dit craindre que la peine de mort ne s'applique à leurs clients. Un point essentiel car la France refuse d'extrader les ressortissants passibles d'une telle peine dans leur pays. Or, le Burkina Faso vient justement d'abolir le 31 mai dernier par vote de l'Assemblée nationale sur le nouveau code pénal. Est-ce là une mesure destinée à favoriser l'extradition de François Compaoré? Oui, aux yeux de Pierre Olivier sur l'un de ses avocats. Donc l'évidence, estime-t-il, est qu'il s'agit d'une décision politique et qu'elle intervient 8 jours avant le délibéré. L'avocat se dit néanmoins confiant dans la décision de la Chambre de l'instruction. Du côté de la famille de Norbert Zongo, on estime en revanche que plus rien n'empêche désormais l'extradition du frère du président. L'abolition récente de la peine de mort au Burkina Faso fera-t-elle alors pencher la balance dans le sens de l'extradition? Réponse attendue à la mi-journée. À présent, une fois de plus, on va rester au Burkina Faso pour parler cette fois-ci de la discussion sur le salaire des fonctionnaires publics. Oui, au Burkina Faso s'est ouvert hier mardi une conférence nationale sur les conditions de rémunération des agents publics de l'État. Oui. Il ne se passe quasiment plus de mois sans que des travailleurs lancent des mouvements de grève pour exiger de meilleures conditions de travail. Oui. Voilà, et de meilleurs salaires aussi. Pour éviter des discussions éparses, le gouvernement a décidé d'organiser une conférence nationale afin de trouver une solution définitive aux revendications sociales des travailleurs. Sauf qu'une trentaine de syndicats de la fonction publique a décidé de boycotter la rencontre. L'objectif principal de cette conférence nationale est la mise en place d'un système de rémunération des agents publics de l'État pour une gestion équitable et soutenable de salaires face aux multiples revendications des travailleurs. Les disparités en termes de rémunération, aussi bien au niveau de grille indiciaire que de la grille indemnitaire, se sont trop largement écartées. Ces différences ont atteint une taille telle que ce n'est pas acceptable. C'est quasiment de l'iniquité et cela frise même de l'injustice. Ce sont là des propos de Paul Kaba-Thiéba, le Premier ministre burkinabé. La conférence regroupera toutes les composantes de la société, des organisations des travailleurs, des organisations de la société civile, des organisations socio-professionnelles, des autorités coutumières et religieuses. Un format rejeté par une trentaine de syndicats, des travailleurs de la fonction publique qui n'entendent pas participer aux discussions. Selon le Premier ministre Kaba-Thiéba, les rémunérations du président du Burkina Faso, du Premier ministre, des premiers et des présidents d'institutions seront également au cœur des débats. Voilà, et pour terminer, on va au Sénégal et là-bas on parle bien sûr d'un nouveau code électoral au Sénégal, la question des parrainages qui fait énormément polémique. Oui, le président Macky Sall souhaite visiblement faire adopter la loi sur le nouveau code électoral avant la fin de la session parlementaire prévue le 30 juin. Cette réforme va fixer les règles de la prochaine présidentielle dont le premier tour est prévu le 24 février 2019, notamment sur les parrainages qui deviennent obligatoires pour valider les candidatures. Les discussions pour aboutir au projet de loi qui sera donc voté rapidement ont été boycottées par les grands partis d'opposition. Alors face à la controverse et aux critiques, Macky Sall a fait un geste en direction des mécontents. Le président a décidé de baisser la caution pour s'inscrire à la présidentielle qui passe donc de 65 à 30 millions de francs CFA. Un peu plus de 45 000 euros de l'autre côté. Mais l'argent ne règle pas tout et la question des parrainages qui deviennent le Graal pour tout candidat n'a pas fini de faire du bruit au sein de la classe politique. Pour s'inscrire, il faudra donc les signataires de 0,8% du fichier électoral. Les signatures seront déposées au Conseil constitutionnel où une commission avec des représentants de chaque candidat sera créée. En cas de doute, par exemple, de parrainage multiple, un délai permettra aux candidats de régulariser la situation. Et les fraudeurs seront désormais sanctionnés. Des peines d'1 mois à 1 an de prison sont prévues. Alors qu'il n'est pas encore voté, ce nouveau code électoral fait grincer des dents, notamment du côté de ceux qui ont boycotté le dialogue. Ils estiment que le but est d'éliminer les candidats pour aider à la réélection de Macky Sall. Les candidats seront en tout cas connus, confirmés par le Conseil constitutionnel 35 jours avant le premier tour. Voilà pour les